passe? Vous pouvez vous mettre là. Faut parler tout de suite? Oui. Personne ne dit un mot avant? Sauf si vous voulez que le président de l'université... Bah oui, monsieur le président, accueillez-moi chez vous. Je vous laisse parler, voilà. Écoutez, j'ai rien préparé, hein, mais je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans notre université. Vous avez porté un certain nombre de combats. Je suis heureux que vous les ayez portés avec autant de brio et de courage. Et je suis dans cette université, au nom de mes collègues, très heureux de vous y accueillir. Je souhaiterais effectivement que cette conférence qui est dédiée aux abolitions des esclavages, qui est dans la continuité des idées qui sont portées par la société française, et que les universités elles-mêmes, dans les débats, dans les idées desquelles elles débattent, sont vraiment dans la lignée aussi de l'esprit universitaire. Et donc, pour ne pas faire long, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir parmi nous. Et je voudrais féliciter mes collègues pour les efforts qu'ils font pour que l'université du Maine puisse être un acteur donc des débats et qu'elle soit un agitateur d'idées. Les universités, quelle que soit leur taille, et là on est dans une université à taille humaine, donc travaillent beaucoup à cela. Et en tous les cas, je vous souhaite encore une fois la bienvenue, et puis je félicite mes collègues pour l'organisation de cette manifestation. Merci beaucoup et bienvenue chez nous. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour ces mots d'accueil extrêmement chaleureux. Merci à vous tous. Ça va? J'ai une impression, moi aussi, hein? Si on en met un autre. Attendez, je vais changer, je vais mettre celui-là. Regarde. On est une université où l'acoustique est pourtant mise en avant, alors si on a un problème de micro... Oui, c'est mieux? C'est de ma faute, hein? Je viens toujours avec de très fortes vibrations. Monsieur le Préfet, Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir. Merci à vous, les organisateurs qui avez effectué l'effort nécessaire pour organiser cette rencontre avec des étudiants, manifestement des professeurs aussi, et peut-être des personnes qui ne fréquentent pas forcément tous les jours l'université. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un vrai bonheur d'être venu jusqu'à vous. J'aurais préféré profiter des 2 heures de trajet pour écouter les communications qui ont été faites avant mon arrivée, mais il aurait fallu pour ça que j'arrive par télétransportation, ce que je ne suis pas encore tout à fait capable de faire. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette très aimable invitation de Marietta Karamanli. Je veux saluer Monsieur le bâtonnier que j'ai vu de très près, Monsieur le Président de la Ligue des droits de l'homme, et puis m'acquitter avec un immense plaisir d'une civilité, parce que parfois c'est le voyageur qui, en venant jusqu'à vous, en passant auprès de vous, vous apporte des nouvelles d'un des vôtres, et c'est ce que je vais faire puisque le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, m'a dit qu'il aurait aimé être parmi nous cet après-midi. Il se trouve malheureusement au Maroc, enfin heureusement pour lui, au Maroc, et je lui ai promis de lui raconter l'événement, donc je vais m'en acquitter aussi. Je suis heureuse d'être là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de courage à choisir un sujet pareil, et il y a une très grande subtilité à avoir choisi un double pluriel, les abolitions des esclavages, parce que souvent on ignore que, ne serait-ce que l'esclavage dans les colonies françaises a été aboli 2 fois, que l'interdiction de la traite a largement précédé la première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, qu'il y a eu les abolitions dans les colonies anglaises. Il y a donc plusieurs abolitions, y compris du même type d'esclavage, et puis il y a surtout plusieurs formes d'esclavage.
Il faut donc beaucoup de courage aujourd'hui pour revenir sur ces sujets, pour les installer comme sujet de réflexion dans les universités et pour avoir cette perspicacité qui permet d'aborder les choses de façon aussi complexe. Parce que les esclavages, aussi bien les esclavages contemporains que les esclavages historiques, sont effectivement multiples. Ils ont pris des formes différentes dans le temps, dans l'espace. Il y a ce qu'on pourrait appeler éventuellement des espèces de paradigmes, le mot n'est pas le plus adapté, mais des espèces de paradigmes, c'est-à-dire des blocs de systèmes avec leur logique et leur rationalité qui pourraient servir de référence. Je pense par exemple en particulier à l'esclavage sur le territoire des États-Unis. C'est un esclavage qui se pratique là, sur le territoire, celui où ceux qui ont migré d'Europe justement pour protester contre les inégalités qui sévissaient en Europe, justement pour atteindre une terre de liberté dans des conditions qu'on sait, c'est-à-dire d'une extrême violence à l'arrivée et dans le temps vis-à-vis des Amérindiens, c'est-à-dire les habitants natifs des Amériques. Et puis ce système odieux de la traite négrière et de l'esclavage qui va s'installer sur le même territoire et qui va forcément produire un type de relation d'une nature différente par rapport à l'esclavage des colonies où tout le monde arrive à peu près dans les mêmes périodes et où le système lui-même s'organise au même moment. Il y a donc des espèces de paradigmes avec ces gros blocs, ces gros systèmes qui sont très très différents. Et bien entendu, à travers le temps, il y a des modes d'organisation différents. Je pense évidemment à ce qu'on a appelé les doctrines coloniales françaises, doctrines coloniales anglaises, et puis d'autres peut-être moins structurées, encore que la doctrine coloniale espagnole et la doctrine portugaise étaient aussi, à l'époque de leur suprématie, bien structurées. Il y a donc tous ces systèmes différents. Pourquoi dire cela? Parce que justement cela justifie le pluriel aujourd'hui d'une part, et d'autre part parce que ça nous invite à lire ces périodes-là dans leur complexité, dans leur va-et-vient et dans leurs ambivalences. Et ces complexités et ces ambivalences nous sont délivrées notamment par des textes en va-et-vient, parce que souvent on prend quelques textes en référence comme repère, et je pense au Code noir par exemple, alors qu'il y a des centaines de textes qui ont d'une façon ou d'une autre réglementé la traite et l'esclavage. On les prend en va-et-vient. On les prend comme repères alors qu'il y a un va-et-vient. Il y a parfois dans les textes les plus durs, je pense au Code noir là encore, il y a des dispositions qui ont permis à l'époque que l'on dise que le Code noir avait été pensé et élaboré pour adoucir la situation des esclaves. Adoucir la situation des esclaves quand on les déclare bien meubles, quand ils sont propriétés de leur maître, quand dans la plantation, dans l'économie de plantation, dans les cahiers comptables, dans les livres comptables, ils sont inscrits à la ligne du cheptel. On se demande comment se fait-il qu'on ait pu dire à un moment ou à un autre que le Code noir avait été conçu pour soulager, en tout cas pour encadrer la situation des esclaves. Ben, en fait, une des ambiguïtés du Code noir, c'est que c'est lui qui va introduire l'affranchissement, la possibilité d'affranchissement, et par conséquent, il donne l'impression effectivement de poser un cadre juridique qui va permettre aux esclaves d'échapper, au moins partiellement, à ce qu'on a appelé avec des guillemets la férocité des maîtres. Pourquoi j'y mets des guillemets? Il y a une indiscutable férocité dans les sévices corporels, mais j'y mets des guillemets parce que lorsqu'on a un système organisé, il est facile après de considérer qu'il y a des comportements singuliers, particuliers et qui seraient plus répréhensibles que d'autres. Si c'est le système lui-même qui organise cette domination d'hommes sur d'autres hommes, c'est le système qu'il faut interroger et non pas les éventuels débordements des uns et des autres, débordements qui peuvent être liés au caractère, qui peuvent être liés aux circonstances, qui doivent être traités comme tels, mais qui ne peuvent pas remplacer la logique et la rationalité du système en tant que tel. Et donc, dans cette approche qui consiste à regarder dans le temps et dans l'espace et à des moments différents,
comment ce système esclavagiste s'organise et quelles sont ses différences, cela nous conduit à interroger la logique du monde à cette époque. Et la logique du monde à cette époque, c'est quand même ce qui va surgir de la façon la plus évidente à travers ce qu'on appelait la colonie de Saint-Domingue. Cette colonie de Saint-Domingue qui a donné aujourd'hui 2 pays, vous savez, Haïti et la République de Saint-Domingue. Il y a donc une révolte organisée à l'échelle du territoire, et cette révolte organisée à l'échelle du territoire qui va aboutir à la destruction du système esclavagiste colonial et qui va quand même permettre la survivance de formes d'esclavagisme sur place, ce système va être confronté au monde. Et le monde, à cette époque-là, c'est un monde qui pose le racisme comme idéologie. Et si Haïti va être confronté à une coalition du monde, alors que la révolte de Saint-Domingue, la libération des esclaves en Haïti par eux-mêmes, par leurs propres insurrections, va interdire que, en tout cas, ou plutôt va permettre que la France obtienne la solidarité de tous les autres États du monde, de toutes les autres puissances du monde, alors que les 13 colonies anglaises, les 13 colonies des États-Unis se sont affranchies de la tutelle anglaise une quinzaine d'années avant, si Haïti fait l'objet d'une telle obstruction, c'est parce que justement le monde prétend reposer sur une idéologie raciale, donc raciste, et autant on peut accepter que les 13 colonies des Amériques s'affranchissent d'une tutelle coloniale, autant il est inadmissible pour le monde de cette époque qu'une colonie d'esclaves puisse s'affranchir d'une tutelle coloniale. Donc c'est dans ce monde-là que ces hommes se battent. Ces hommes se battent avec des solidarités géopolitiques tout à fait intéressantes. Je ne sais pas si vous avez parlé de Bolivar, je sais que vous avez parlé beaucoup plus intelligemment de ce que je suis en train de dire depuis une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez parlé de Bolivar, mais la révolution bolivarienne est tout à fait intéressante parce qu'il y a une vision géostratégique et géopolitique de tout le continent, qui n'est pas seulement une vision doctrinale, mais qui est une vision en acte, c'est-à-dire d'organisation des conquêtes et de la réunification. Ce monde, c'est un monde où des voix ne s'élèvent pas, et pourtant elles sont là et elles existent. Et c'est en ce sens que le travail des historiens est un travail d'une très très grande utilité, parce qu'aller explorer cette période et aller faire émerger ces voix qui étaient tues, parce que la parole des maîtres nous est parvenue, parce que la parole des États nous est parvenue, mais que la parole des esclaves ne trace qu'un petit filet, en fait, pour arriver à traverser ce système oppresseur. Et cette voie est donc très très difficile à capter aujourd'hui encore. Et c'est le travail des historiens qui nous permet effectivement de trouver cette voie de l'esclave et d'essayer de percevoir comment les esclaves ont pu vivre ces moments. Et lorsqu'on regarde notamment donc l'esclavage colonial, qui est particulier, et s'intéresser à l'esclavage colonial ne signifie pas se désintéresser des autres formes d'esclavage, que ce soit ce qu'on a appelé l'esclavage romain, celui qui a frappé des hommes comme Spartacus, par exemple, que ce soit l'esclavage transsaharien, que ce soit l'esclavage qui se pratiquait sur le continent africain lui-même, que ce soit les formes contemporaines de l'esclavage, et je ne dis jamais l'esclavage moderne parce que je ne trouve rien de moderne à l'esclavage. Sans se désintéresser de ces esclavages-là, il est important de se rendre compte que cet esclavage transatlantique avait des particularismes, parce qu'il cumulait toute une série de caractéristiques très singulières. La première d'entre elles, c'est qu'il s'affiche très clairement comme étant racial. Il s'affiche comme étant racial, il s'affiche dans le droit en tant que tel, il se justifie justement par des concepts de race, donc il s'affiche ainsi dans le droit, il s'affiche ainsi dans les philosophies, dans les religions, dans les sciences, dans, je ne dirais pas les arts, mais en tout cas l'iconographie, c'est-à-dire cette représentation du cannibalisme et toute une série de stéréotypes et de préjugés qui vont imprégner les esprits. Il a aussi pour caractéristique de relever des états
et des églises, des États à travers évidemment les lettres patentes, à travers les compagnies nationales, les compagnies des Indes orientales, occidentales, etc. Il relève des églises parce que toutes les royautés, tous les royaumes de l'époque catholique pour la plupart, se reconnaissent le Vatican comme puissance arbitrale, puisque les rivalités entre les puissances européennes sont intenses et qu'ils reconnaissent la décision du pape, en fait, et c'est d'ailleurs la décision du pape qui va séparer, avec le traité de Tordesillas, qui va séparer le monde verticalement entre la partie reconnue sous domination espagnole et l'autre partie sous domination portugaise. Donc il y a ces caractéristiques-là qui sont fortes, il y a son caractère massif aussi, bien entendu, il y a sa durée, il y a le fait que cet esclavage en particulier, et c'est le seul, est systématiquement lié à la traite. Il y a sa contribution aussi à toute une série de productions de richesses, au développement de connaissances qui sont réparties, à des prouesses techniques et au fait que justement tout cela va aboutir à la révolution industrielle en Europe. Donc il est très très particulier et aujourd'hui encore on voit bien qu'il y a des représentations qui ont été construites à cette époque et qui imprègnent la vie d'abord beaucoup d'opinions d'une part et qui ont un effet sur la vie de millions de gens aujourd'hui encore. Pourquoi étudier et regarder de très près? Parce que ça nous aide à comprendre aussi les autres formes d'esclavage. Et ça nous aide à comprendre aussi aujourd'hui les formes contemporaines d'esclavage, de traite d'êtres humains, de servitude, de travail forcé. Parce qu'en fait, dans cet esclavage en particulier, il y a eu jusqu'au paroxysme une mise en cause de l'humanité de celles et de ceux qui étaient réduits à la captivité et au travail forcé. Et puis, il y a eu une transformation considérable du monde. Cette transformation considérable du monde fait qu'aujourd'hui, le monde qui est sous nos yeux, nous ne sommes pas en capacité de le comprendre si nous ne savons rien du système de traite et d'esclavage. Nous ne comprenons pas pourquoi les langues européennes sont dispersées dans le monde. Nous ne comprenons pas pourquoi certains pays sont lusophones, d'autres anglophones, d'autres hispanophones, d'autres francophones, si nous ne savons pas dans le détail comment s'est développée cette histoire. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi il y a eu sur tous les continents, mais en particulier dans les Amériques et dans les Caraïbes, pourquoi il y a eu cette revendication d'humanité et pourquoi aujourd'hui, dans les systèmes d'exploitation et d'oppression, dans les systèmes d'aliénation, la colonne vertébrale, la charpente qui organise les contestations, elle est très très souvent à fleur de peau, elle est très très souvent dans une revendication émotionnelle, rationnelle aussi, mais émotionnelle de reconnaissance d'humanité et d'identité. Et le fait que ce système ait duré tout ce temps nous conduit à comprendre que le monde à aucun moment n'a été en noir et blanc, qu'à aucun moment il n'a été binaire, qu'à aucun moment il n'était simple avec d'un côté des méchants, d'un côté des gentils. Et que forcément les hommes, les femmes ont pendant toute cette période produit et inventé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment dans les Amériques, mais pas seulement, il y a tous ces syncrétismes qui s'expriment à travers les religions, à travers les cultures. Il y a tous ces apports à la fois des religions, des cultures, des sciences venant d'Europe, des connaissances venant d'Afrique, des connaissances qui existaient dans les Amériques et les Caraïbes et qui étaient portées par les Amérindiens. Il y a tout ça qui a produit des identités collectives, qui a produit des religions nouvelles, qui a produit des langues nouvelles, et notamment les créoles. Il y a tout ça qui nous éclaire. Et donc, comprendre qu'un des produits essentiels du point de vue humain de ce système est aujourd'hui cette revendication très forte d'humanité, qui parfois paraît irrationnelle, qui parfois paraît excessive, qui parfois paraît trop chargée d'affect. Cette revendication, elle nous permet de saisir aujourd'hui la situation des personnes qui sont victimes de traite et d'esclavage contemporain. Pourquoi ? Parce que de cette traite et de cet esclavage sont issus, je vous le disais, des identités collectives. Des identités collectives, ça veut dire des personnes porteuses
porteuses de cultures différentes, de cultures qui ont eu un rapport antagonique à certains moments, mais de cultures qui finalement ont trouvé un terrain d'entente parce qu'à moins de s'exploser la tête, il fallait arriver à faire vivre ensemble l'héritage du maître, l'héritage transporté depuis l'Afrique, l'héritage accueilli sur place dans les contacts avec les Amérindiens et bien entendu l'héritage produit par soi, parce qu'il a fallu s'adapter à ces nouveaux environnements, il a fallu s'adapter à ces nouvelles situations. Le fait de savoir que dans le monde, des personnes portent ces cultures différentes nous renvoie à la question majeure du XXIe siècle et qui était déjà celle du XXe siècle, c'est la question de l'altérité. La question de l'altérité, c'est la question de savoir sur quel socle intellectuel et moral nous organisons notre vie commune. Que ce soit dans notre société nationale, que ce soit dans l'espace européen, que ce soit dans le monde, aujourd'hui, aucun d'entre nous n'échappe à la présence du monde. Et la question du socle intellectuel et moral sur lequel nous organisons notre vie commune, cette question-là, elle est portée depuis cette période-là. Elle est portée depuis cette période-là, et je le disais, grâce aux historiens, il y a des voix qui remontent. Mais pas seulement grâce aux historiens. Grâce aux poètes aussi, il y a des voix qui remontent. Et des voix qui disent, plus que les thèses, plus que des développements très sophistiqués, des voix qui disent ce qu'a pu ressentir celle ou celui qui a été soumis à la captivité, à la traite et à l'esclavage. Je pense à un poète en particulier qui est un poète péruvien, César Vallejo, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a écrit de très très belles choses, et qui, parmi ses poèmes, a une espèce de d'ode aux pauvres et à la résistance du pauvre. Et il parle notamment de la colère du pauvre. Mais je crois que cette colère du pauvre est aussi la colère de l'esclave. La colera del pobre que quiebra el alma en cuerpos, qui brise l'âme en corps. Le corps en organe dissemblable et l'organe en pensée par octave, la colère du pauvre. Alors la partie qui suit est très très poétique. La colère du pauvre oppose un feu central à deux cratères. La colère du pauvre, la colère de l'esclave. En fait, il ne restait souvent que la colère. La colère pour la protestation, la colère pour les insurrections, la colère pour le marronnage. Et cette colère, elle habite encore celles et ceux qui portent en conscience cet héritage. Mais elle habite forcément, nécessairement, celles et ceux qui subissent aujourd'hui des systèmes de traite. Que ce soit la traite d'êtres humains pour le travail forcé, que ce soit le travail forcé sur place, que ce soit l'asservissement pour dette, que ce soit les mariages forcés, que ce soit la prostitution, que ce soit l'asservissement pour la mendicité, il y a cette colère qui est portée. Et la question qui nous est posée à nous au quotidien, c'est de savoir si nous nous accommodons de cette colère et si nous refusons de l'entendre. Si nous refusons de l'entendre. Si nous pouvons fermer les yeux sur un monde où ces systèmes existent et nous atteignent. Ils nous atteignent inévitablement. Et c'est ce que je voudrais apporter de particulier dans ces réflexions que vous avez conduites aujourd'hui. Parce qu'évidemment, vous avez entendu de brillantes interventions, où on vous a parlé en long et en large de ce qu'a fait ce docteur Levasseur, qui était imprégné d'humanisme, de souci de l'autre, de refus des systèmes d'oppression, les initiatives qu'il a prises et ce qui a permis de contribuer à la destruction du système esclavagiste. Mais aujourd'hui, et si une personnalité politique s'empare de sujets pareils, la particularité de cette interrogation à l'échelle politique, c'est celle-là. Dire dans quelle mesure nous nous accommodons d'un monde où des systèmes de traite différents de celui qui nous a conduit à voir comment la déstructuration de l'individu peut être accomplie de façon tout à fait officielle, de façon tout à fait organisée, et j'allais dire de façon tout à fait encerclée. Mais aujourd'hui, la question que nous devons poser, en tout cas lorsque nous avons des responsabilités politiques ou que nous y prétendons, c'est de savoir dans quelle mesure nous nous accommodons d'un monde où nous laissons
la suprématie d'une vision du monde et de certaines catégories de personnes dominer à la fois la pensée et les systèmes économiques ainsi que les relations à travers le monde? Est-ce que nous nous accommodons d'un monde où des systèmes de traite existent encore, où le système de travail forcé existe encore, où les formes diverses et multiples d'oppression existent encore et nous atteignent inévitablement? D'abord, nous en avons connaissance, plus que par le passé, mais nous atteignent inévitablement parce que les systèmes économiques sont imbriqués les uns aux autres. Et cette question, elle revient à ce que je disais tout à l'heure. Le sujet central, c'est celui de l'altérité. Est-ce que nous acceptons l'autre dans le monde? Est-ce que nous convenons d'une égale humanité? Est-ce que nous considérons que l'autre, notre semblable, mais celui qui nous est différent, proche, notre prochain, ou lointain, très très loin, est-ce que l'autre nous vaut? Et est-ce que nous avons des devoirs vis-à-vis de cet autre-là? Et si nous sommes en capacité de répondre à cette exigence d'altérité, évidemment, nous serons en capacité d'améliorer les conditions pour vivre ensemble ici. Parce que toutes les sociétés sont plurielles. Toutes les sociétés sont plurielles. D'abord, elles l'ont toujours été, mais aujourd'hui, elles le sont à une proportion qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et il y a ces voix des opprimés qui doivent nous parvenir et qui nous disent des choses essentielles. L'une de ces voix d'opprimés, mais qui a réussi à organiser la liberté, y compris individuelle, c'est celle de Langston Hughes, qui, vous savez, appartenait à la Harlem Renaissance, un mouvement à la fois littéraire, poétique, politique, philosophique, artistique, social, économique aussi, qui voulait casser le système d'oppression qui était issu de l'esclavage, parce que vous savez qu'aux États-Unis, un siècle après l'abolition de l'esclavage, le lynchage existait encore, c'est-à-dire que les convictions, les croyances que les personnes d'origine africaine étaient inférieures et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait existaient encore. Et Langston Hughes a écrit de très très beaux poèmes qui, à mon avis, symbolisent vraiment cette voix très forte que nous devons entendre. L'un de ces poèmes a été chanté par Nina Simone. Il s'adresse à un monsieur Backlash, et cette chanson dit, en tout cas ce poème dit, Mr. Backlash, the world is big, big and bright and round, and full of folks like me, black, yellow, beige and brown. Le monde est donc grand, il est immense, il est brillant, il est rond, il est rempli de personnes comme moi, c'est-à-dire des noirs, des jaunes, des beiges et des bruns. Moi, j'ajouterais des roses, parce qu'il y en a qui sont rosés. Et voilà, cet enseignement est essentiel. Cet enseignement est essentiel. Et il nous renvoie à ça, à cette réalité que par-delà les systèmes, par-delà la qualification des systèmes, par-delà la destruction des systèmes, il y a ce qui survit toujours, il y a ce qui est éternel, l'homme, l'être humain, avec sa singularité, dans toute sa diversité, dans ses contradictions, mais avec sa singularité. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et si nous n'avons pas le temps, la sensibilité, la force de voir l'autre, de sentir l'autre, d'accepter l'autre, et mieux, d'inviter l'autre, de parler et de converser à l'autre, et puis, en plus, si on veut, d'aimer l'autre, parce que ça fait du bien d'aimer, ça fait plus de bien que de détester. Si on n'a pas la force de cela, on est juste condamné à vivre dans des égoïsmes qui nous étiolent. On est juste condamné à vivre dans l'ignorance. On est juste condamné à vivre dans de toutes petites certitudes mesquines. Et lorsqu'on se retournera pour voir quelles traces on a laissées, on ne verra pas grand-chose. Par contre, si on est capable de répondre à ce défi de l'altérité et de comprendre que l'autre est un mystère en face de nous, et que notre obligation, c'est de contribuer à un mode d'organisation de la vie commune
qui permettent ces rencontres-là, qui permettent les dialogues, qui permettent de faire en sorte que le monde tout entier, mais la société dans laquelle on vit, l'université dans laquelle on évolue, que tout cela s'enrichisse des talents de chacun, de chacune, alors on aura effectivement contribué à ce que le monde fasse quelques pas supplémentaires. Ça me paraît absolument essentiel. Et si nous arrivons à tirer cette leçon-là de ces systèmes monstrueux, l'un des plus organisés, celui de la traite, qui a transformé l'océan Atlantique et l'océan Indien en immenses territoires, mais qui en même temps a permis que des formes originales de résistance soient inventées, en même temps a enrichi le patrimoine culturel, artistique, religieux, linguistique de l'humanité par cette créativité. Si nous arrivons à accepter cet enseignement, alors nous aurons introduit dans le monde un peu plus de tendresse. De la tendresse pour ceux qui sont tout près de nous, de la tendresse pour ceux qui sont bien loin de nous, mais qui de toute façon demeurent nos frères en humanité. Et c'est pour cela que le dernier mot reviendra à Léon Gontran Damas, pardonnez-moi de choisir un poète de chez moi. Le dernier mot reviendra à Léon Gontran Damas, qui, parlant du système esclavagiste, disait « Il n'est plus bel hommage à ce passé, à la fois simple et composé, que la tendresse, l'infinie tendresse qui entend lui survivre. » Merci.